Ma femme avait disparu depuis plusieurs jours, me laissant croire qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Puis, j'ai découvert que ses amis me filmaient en cachette depuis des mois et publiaient des vidéos de ma détresse en ligne, pour que des milliers de gens se moquent de moi. Ma femme, âgée de 32 ans, et moi, 34 ans, sommes mariés depuis 6 ans. Je travaille à plein temps, et elle est femme au foyer par choix depuis notre mariage. Mardi matin dernier, je me suis réveillé, et elle n'était plus là. Aucun mot, aucun message, rien. Sa voiture avait disparu, et en vérifiant, j'ai constaté qu'elle avait emporté une valise entière de vêtements. J'ai pensé qu'elle était peut-être partie voir sa mère ou qu'elle avait eu besoin d'air, et qu'elle m'appellerait plus tard. Mais le soir venu, j'étais rongé par l'inquiétude. Le mercredi est passé sans la moindre nouvelle. J'ai appelé sa mère, sa sœur, ses amis, même d'anciennes collègues, mais personne ne savait où elle était. Le jeudi, pris de panique, j'ai contacté les hôpitaux. Le vendredi matin, j'ai signalé sa disparition à la police. Leur réponse a été peu rassurante. Comme elle était partie avec ses affaires et sa voiture, ils m'ont dit qu'il n'y avait probablement rien d'inquiétant, et qu'en l'absence de signes de violence ou de danger, un adulte a le droit de disparaître volontairement. J'ai insisté en leur expliquant que ce n'était pas du tout dans ses habitudes. Le samedi après-midi, alors que je roulais dans des quartiers résidentiels pour essayer de retrouver sa voiture, je l'ai aperçue garée dans l'allée de la maison de son amie Claudia. J'ai frappé à la porte, et Claudia m'a ouvert, visiblement mal à l'aise. Quand je lui ai demandé si ma femme était là, elle a hésité, puis ma femme est apparue derrière elle. J'ai ressenti un immense soulagement, j'ai failli pleurer sur le seuil. Je lui ai demandé ce qui se passait, pourquoi elle n'avait pas appelé si elle allait bien. Elle avait l'air en colère, ce qui m'a déstabilisé, car j'étais celui qui avait été au bord de l'implosion pendant 4 jours. Elle m'a dit qu'on devait parler, et elle est rentrée avec moi. C'est là qu'elle m'a expliqué que tout cela était intentionnel. Elle voulait me montrer à quoi ressemblerait la vie sans elle, et me faire réaliser à quel point je prenais son travail à la maison pour acquis. J'étais bouche bée. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas simplement essayé de me parler, si elle se sentait ignorée. Elle m'a répondu qu'elle avait essayé, mais que je n'écoutais jamais, et que c'était le seul moyen de me faire ouvrir les yeux. Elle m'a dit qu'elle voulait que je prenne conscience de tout ce qu'elle faisait pour nous, et de la façon dont je semblais le considérer comme acquis. Le fait est que j'apprécie ce qu'elle fait. Oui, elle s'occupe de la majorité des tâches domestiques, mais je travaille plus de 50 heures par semaine pour subvenir à nos besoins. J'ai toujours pensé que c'était notre accord. Quand je rentre le soir, je fais la vaisselle ou je lance une machine à laver si elle me le demande. Je ne me suis jamais plaint qu'elle ne travaille pas à l'extérieur, et je ne l'ai jamais rabaissée pour cela. J'essaie sincèrement de comprendre son point de vue, mais me laisser croire pendant 4 jours qu'elle était peut-être morte ou enlevée, juste pour me donner une leçon, me semble extrême. Le signalement pour disparition est maintenant une honte. Je vais devoir appeler les autorités pour leur dire qu'elle va bien. J'ai raté 3 jours de travail, j'ai à peine dormi. Elle m'a dit que si je mettais autant d'efforts dans la maison que dans la panique liée à sa disparition, nous n'en serions pas là. Mais je ne sais pas ce qu'elle attend de plus de moi. Je ne suis pas négligent, je nettoie après moi, je m'occupe du jardin, je répare ce qui est cassé. Est-ce que je rate quelque chose? Est-ce que ce genre de comportement est normal? J'aime ma femme, mais j'ai du mal à accepter le fait qu'elle m'ait laissé souffrir pendant plusieurs jours, juste pour me faire passer un message à propos du ménage. C'est frustrant, car je ne peux pas vraiment lui demander d'arrêter de fréquenter ces femmes, mais si elles encouragent ce genre de comportement, c'est un vrai problème. Je ne sais tout simplement pas comment aborder le sujet sans passer pour quelqu'un de contrôlant. Quelqu'un a demandé ce qu'elle faisait exactement à la maison. Tu dis qu'elle s'occupe de la plupart des tâches ménagères, mais concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle fait juste le ménage de base ou est-ce qu'elle fait vraiment tout pendant que toi, tu ne fais que le strict minimum? Bonne question, et j'y ai beaucoup réfléchi depuis que tout cela est arrivé. Voici une description aussi honnête que possible. Elle fait la majorité du ménage quotidien, passe l'aspirateur, fait la poussière, nettoie la salle de bain, fait le lit. Elle fait la plupart des lessives, même si je lance une machine si elle me le demande ou si j'ai besoin d'un vêtement en particulier. Elle s'occupe des courses, de la planification des repas et prépare le dîner presque tous les soirs. Elle gère notre calendrier social, se souvient des anniversaires, des dates importantes. De mon côté, je m'occupe de tout ce qui est extérieur, tondre la pelouse, entretenir le jardin, déneiger l'allée, entretenir notre piscine. Je fais toutes les réparations et l'entretien de la maison, l'entretien de la voiture, et je gère nos finances et nos investissements. Après le dîner, je fais généralement la vaisselle et je nettoie la cuisine. Je sors les poubelles et le recyclage. Quand elle fait un grand ménage,
je l'aide pour porter les choses lourdes ou déplacer les meubles. Le week-end, je fais en général une tâche plus importante, comme nettoyer le garage, organiser le sous-sol, laver les voitures. Si elle me demande quelque chose de précis, je le fais. Je crois que je n'ai jamais refusé de l'aider dans les tâches ménagères. Notre maison n'est pas immense, et nous ne sommes que deux. Oui, elle s'occupe davantage de l'entretien quotidien, mais moi, je travaille plus de 50 heures par semaine. Quand je rentre, je suis fatigué, mais je continue à aider pour le dîner, je nettoie, je fais ce qu'elle me demande. Je pensais que c'était raisonnable. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'elle a le sentiment de faire plus que sa part, mais au lieu de m'en parler, elle a choisi de disparaître pendant 4 jours. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Si elle m'avait dit qu'elle voulait que je fasse plus à la maison, je l'aurais écouté. On aurait pu trouver un meilleur équilibre. Je commence à penser que le vrai problème n'était pas le ménage. Peut-être que c'était juste le prétexte. Merci à tous ceux qui ont commenté. Je ne m'attendais pas à ce que cette histoire prenne autant d'ampleur, mais vos réponses m'ont aidé à réaliser que la situation était plus grave que je ne le pensais au départ. Après mon premier message, j'ai décidé d'avoir une vraie conversation avec ma femme sur ce qui s'était passé. J'ai attendu quelques jours que la tension redescende, puis je me suis assis avec elle pour lui expliquer comment sa disparition m'avait affecté. Elle s'est montrée plus réceptive que je ne l'aurais cru. Elle s'est excusée, et m'a dit qu'elle n'avait pas réfléchi à la situation de mon point de vue. C'est là que je lui ai demandé directement si ses amis lui avaient suggéré ce plan. Au début, elle a tenté d'esquiver, mais elle a fini par admettre la vérité. C'était l'idée de Claudia, soutenue par Janice et Romy. Elles ont appelé ça une prise de pouvoir, censée me faire ouvrir les yeux sur tout ce que je devais à ma femme. Apparemment, elle préparait ça depuis des mois. Elle l'avait convaincue que je profitais d'elle, qu'elle était en gros ma femme de ménage et cuisinière non payée. Elles lui ont dit que rester à la maison comme épouse au foyer, c'était des absurdités des années 50, et que je la trompais sûrement pendant qu'elle gâchait sa vie à faire mon linge. L'accusation d'infidélité m'a profondément blessé, parce qu'elle est complètement fausse. Je lui ai demandé si elle croyait vraiment cela. Elle m'a dit non, mais ses amis avaient semé suffisamment de doutes pour qu'elle commence à se poser des questions. Elles lui ont dit que tous les hommes trompent leurs femmes, surtout quand elles restent à la maison et ne sont pas indépendantes. Elles ont apparemment passé des semaines à préparer ce plan. Claudia lui a proposé de l'héberger. Janice lui a conseillé quoi emporter pour que ça ait l'air d'un départ volontaire. Romy lui a dit d'éteindre son téléphone pour que je ne puisse pas la localiser. Elles avaient même un groupe de discussion pour tout planifier, déterminer le moment exact et discuter des réactions que j'aurais probablement. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand elle a reconnu qu'elles attendaient toutes avec excitation de voir comment je réagirais, comme si c'était un jeu, un spectacle. Elle voulait voir si j'allais rester indifférent, prouvant que je m'en fichais, ou paniquer, prouvant que je ne pouvais pas fonctionner sans elle. Dans tous les cas, elles auraient eu des arguments contre moi. Je lui ai demandé ce que ça lui faisait de savoir qu'elle s'était servie d'elle comme d'un pion dans leur petit jeu, et ça a eu l'air de l'atteindre. Elle est devenue silencieuse, et m'a dit qu'elle n'avait jamais vu les choses sous cet angle. Elle a dit qu'elle lui avait fait croire qu'elle voulait son bien. Mais les choses ont empiré quand je lui ai demandé si elle comptait couper les ponts avec elle. Elle a hésité. Elle m'a dit que c'était ses amis, qu'elle ne pouvait pas simplement les rayer de sa vie. Elle m'a dit qu'elle leur parlerait, qu'elle leur dirait que c'était allé trop loin, mais qu'elle ne voulait pas cesser de les fréquenter. Je lui ai dit que c'était un vrai problème pour moi. Ces femmes l'avaient poussée à me faire vivre une torture psychologique pendant 4 jours, comme si c'était un test. Elles sont clairement toxiques, et semblent vouloir que notre mariage échoue. Si elle n'est pas prête à prendre de la distance avec des personnes qui sabotent activement notre relation, alors on a un problème bien plus profond. Elle s'est braquée et m'a accusé de vouloir contrôler ses relations. Elle a dit que, même si leurs conseils étaient mauvais cette fois, ça ne voulait pas dire que ce sont de mauvaises personnes. Elle a affirmé qu'elle voulait juste la protéger, parce qu'elles avaient toutes vécu des divorces et ne voulait pas qu'elle se retrouve dans une situation difficile. Je lui ai fait remarquer que peut-être, 3 femmes divorcées n'étaient pas les meilleures conseillères pour un mariage, et ça, elle l'a très mal pris. Elle m'a dit que j'étais dans le jugement, et que le fait que les relations de ses amis aient échoué ne discréditait pas pour autant leur point de vue. On a tourné en rond pendant des heures. Elle insistait sur le fait qu'elle pouvait garder ses amis tout en ignorant leurs mauvais conseils, mais je ne vois pas comment c'est possible. Ces femmes ne m'aiment pas, elles veulent qu'elle me quitte, et elles ne vont pas arrêter d'essayer de la monter contre moi simplement parce que leur petit plan a échoué. La goutte d'eau, c'est quand elle m'a dit que j'exagérais, que je devais passer à autre chose puisqu'elle était rentrée saine et sauve, et qu'elle s'était excusée. Elle m'a dit que si je continuais à lui en vouloir, cela prouverait que ses amis avaient raison à mon sujet,
que j'étais autoritaire et déraisonnable. C'est là que j'ai compris qu'elle ne saisissait toujours pas la gravité de ce qu'elle avait fait. Elle était désolée que je sois blessé, mais pas désolée d'avoir agi ainsi. À ses yeux, le problème, c'est ma réaction, pas ses actes. J'ai fait ma valise et je suis parti chez mon frère. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir, et que tant qu'elle ne serait pas prête à couper les ponts avec les personnes qui l'avaient poussée à me faire vivre cela, je ne pourrais pas faire confiance à son jugement. Elle a pleuré et m'a supplié de rester, mais je suis parti quand même. Cela fait 3 jours que je suis ici. Elle m'envoie des messages sans arrêt, alternant entre excuses et reproches, disant que je suis en train d'abandonner notre mariage pour une seule erreur. Elle dit que ses amis lui assurent que cela prouve qu'elles avaient raison, que je ne l'aimais pas vraiment. Mon frère et sa femme ont été formidables. Ils m'hébergent aussi longtemps que nécessaire, et m'aident à y voir plus clair. Ma belle-sœur, en particulier, a été très lucide. Elle m'a dit que si ses amis lui avaient un jour conseillé de faire quelque chose de pareil à mon frère, elle les aurait quittés immédiatement. Parce que de vrais amis ne vous encouragent pas à blesser les personnes que vous aimez. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. J'aime ma femme, mais je commence à me dire que l'amour ne suffit pas si elle se laisse manipuler au point de me faire du mal. Je n'aurais jamais cru que je songerais un jour au divorce, mais nous y sommes. Un premier commentaire disait que ma femme me montre aujourd'hui qui elle est vraiment. Elle a organisé une forme d'abus psychologique contre moi avec ses amis, et lorsqu'elle a été confrontée, elle s'est davantage préoccupée de préserver ses amitiés que de réparer notre relation. Le fait qu'elle s'appuie maintenant sur leur approbation pour justifier ce qu'elle a fait montre qu'elle n'est pas prête à changer. C'est exactement ce qui m'empêche de dormir la nuit. La femme que j'ai épousée n'aurait jamais fait une chose pareille, mais peut-être que je ne la connaissais pas aussi bien que je le croyais. Ce qui me dérange le plus, c'est la rapidité avec laquelle elle a été influencée par ces femmes. Nous sommes ensemble depuis 8 ans, mariés depuis 6, et je pensais que nous avions construit une vraie relation de confiance et de dialogue. Mais il n'a fallu que quelques mois à ses nouvelles amies pour la convaincre que j'étais une sorte de tyran qui abusait d'elle. Ce groupe de discussion me hante. Savoir qu'elles étaient toutes là, à échafauder un plan pour me déstabiliser, à commenter mes réactions comme si j'étais un rat de laboratoire, et que ma femme participait activement à tout cela. Elle a aidé à planifier quelque chose destiné à me faire souffrir le plus possible émotionnellement. Quand elle me répète que ses amis disent que mon départ prouve qu'elles avaient raison, cela montre qu'elles cherchent encore à valider leurs opinions au lieu de penser par elles-mêmes. Elle ne remet pas leurs conseils en question, elle absorbe tout ce qu'elles disent comme si c'était une vérité absolue. Je repense sans cesse à ce que ma belle-sœur a dit, que de vrais amis ne vous incitent pas à blesser les gens que vous aimez. Ces femmes ne veulent pas que ma femme soit heureuse en couple, elles veulent qu'elle soit aussi malheureuse et divorcée qu'elle. Et le fait qu'elle ne le voit pas, ou qu'elle refuse de le voir, me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ses priorités actuelles. Un autre commentaire m'a demandé si j'avais envisagé une thérapie de couple. Il semble que ma femme ait été complètement séduite et influencée par ses amis toxiques, et qu'elle aurait besoin d'une aide professionnelle pour comprendre cette manipulation. Certaines personnes sont plus vulnérables à ce genre d'influence, surtout si elles se sentent isolées ou en insécurité. J'ai effectivement évoqué la thérapie lors d'une de nos discussions, et sa réponse était révélatrice. Elle a dit qu'elle ne voulait pas consulter parce que les thérapeutes prendraient forcément mon parti, puisque c'est moi qui paierais. Quand je lui ai expliqué que cela ne fonctionnait pas comme ça, elle m'a répondu que ses amis lui avaient dit que les conseillers conjugaux sont toujours biaisés en faveur du maintien du couple, même quand il vaudrait mieux se séparer. C'est exactement ce que je dénonçais. Ces femmes ont toujours une réponse toute prête, et elles l'ont convaincu que toute opinion extérieure différente de la leur est suspecte. Elles ont créé un cercle fermé où seules leurs idées comptent. Tu as raison de dire qu'elle pourrait être particulièrement influençable. Elle a toujours voulu faire plaisir aux autres, elle aime être appréciée. Quand elle a arrêté de travailler, elle a perdu beaucoup de liens sociaux, et elle a probablement ressenti de l'isolement. Ces femmes sont arrivées au bon moment, lui ont donné de l'attention, l'ont fait se sentir importante, comme membre d'une sororité. L'aspect love bombing correspond parfaitement. Elle la couvre d'affection et de validation, mais uniquement lorsqu'elle se plaint de moi ou de notre mariage. Quand elle dit quelque chose de positif à propos de notre relation, elle change de sujet ou le détourne pour en faire quelque chose de négatif. Je ne suis pas opposé à la thérapie, mais je ne pense pas qu'elle y participerait honnêtement. Actuellement, elle partirait avec la conviction préalable que le thérapeute est biaisé, et elle se servirait de cela pour rejeter toute critique de ses amis. Pour que la thérapie fonctionne, il faut que les deux personnes soient prêtes à admettre qu'elles peuvent avoir tort. En ce moment, elle est persuadée que je suis le problème et que ses amis détiennent la vérité. Tant que cela ne change pas, je ne vois pas comment la thérapie pourrait nous aider. Deuxième mise à jour, je pensais que la situation ne pouvait pas empirer.
Je me suis trompé. Ma belle-sœur est venue me voir hier avec quelque chose qu'elle avait trouvé en ligne. Elle hésitait à me le montrer, mais elle a dit que je devais savoir. Elle avait mené quelques recherches sur les réseaux sociaux après que je lui ai parlé des amis de ma femme, pour essayer de mieux comprendre qui elles étaient. Elle a trouvé le compte TikTok de Claudia. Il y avait une vidéo postée il y a 5 jours, juste après que je sois parti chez mon frère. La vidéo semblait filmée dans mon propre salon, on m'y voyait en plein effondrement, le vendredi matin, juste avant que je ne signale la disparition de ma femme. J'étais au téléphone avec la police, en pleurs, en train de décrire ma femme et de les supplier de m'aider à la retrouver. La caméra m'avait capturé dans l'un des pires moments de ma vie. La vidéo avait accumulé plus de 40 000 vues et des centaines de commentaires, dont la plupart se moquaient de moi. Des gens me traitaient de pathétique, disaient que je l'avais bien mérité, plaisantaient sur le fait que je ne servais à rien sans quelqu'un pour cuisiner et faire le ménage. Certains commentaires étaient encore pires, des femmes disaient vouloir essayer ça avec leur propre mari, demandaient même des conseils pour réussir le coup. Le pire, c'est qu'il y avait plusieurs caméras. Claudia avait posté une deuxième vidéo, montrant d'autres angles du même moment de crise, ainsi que des images de moi en train de fouiller frénétiquement la maison et d'appeler les hôpitaux. Elles avaient transformé ma peur sincère en spectacle pour des inconnus sur Internet. Je tremblais quand ma belle-sœur m'a montré tout ça. La violation de ma vie privée était déjà terrible, mais savoir que ces femmes me filmaient avec jubilation pendant que j'étais en train de vivre un cauchemar, alors que ma femme se cachait chez Claudia, c'est indescriptible. Ma belle-sœur m'a aidé à faire des captures d'écran avant de signaler les vidéos. Les caméras étaient probablement encore dans la maison, de petites caméras sans fil, cachées dans des cadres ou des objets de décoration. Elles enregistraient sans doute depuis des semaines. J'ai repris la voiture et suis retourné à la maison pour confronter ma femme. Quand je lui ai montré les captures d'écran et les caméras cachées, elle est devenue livide. Elle répétait sans arrêt je ne savais pas, je ne savais pas. Elle affirmait n'avoir aucune idée qu'on me filmait, et encore moins que des vidéos avaient été postées en ligne. Je voulais la croire, mais les caméras étaient là depuis des semaines, il est impossible qu'elle ne les ait pas remarquées pendant leur installation. Quand je l'ai poussée à dire la vérité, elle a fini par admettre qu'elle savait pour certaines caméras, mais pensait qu'elles étaient là pour des raisons de sécurité. Elle a dit que Claudia lui avait raconté qu'elle s'inquiétait de ma réaction, qu'elle craignait que je devienne violent en découvrant le plan. Ça m'a rendu fou de rage. Non seulement elles avaient filmé mon effondrement, mais elles m'avaient aussi fait passer pour quelqu'un de potentiellement dangereux pour justifier leur surveillance. Elles couvraient toutes leurs bases, s'assurant d'avoir des preuves de ma réaction, peu importe ce que je faisais. Ma femme s'est effondrée quand elle a compris toute l'ampleur de ce que ses amis avaient fait. Elle disait se sentir trahie, écœurée. Elle a immédiatement appelé Claudia, en hurlant à propos des vidéos. De ce que j'ai entendu, Claudia riait et lui disait de se détendre, que c'était juste pour s'amuser. C'est là que ma femme a craqué. Elle a traité Claudia de personne malade et tordue, et lui a dit qu'elle ne voulait plus jamais la revoir. Elle a raccroché et a bloqué les 3 femmes sur tous les réseaux. Mais le mal était fait. Ces vidéos avaient déjà été vues, partagées, commentées par des milliers d'inconnus. Même si elles ont été supprimées après signalement, des gens les avaient déjà téléchargées et repostées ailleurs. Mon humiliation est permanente. Ce soir-là, on a parlé pendant des heures. Ma femme était bouleversée par ce à quoi elle avait pris part, même si c'était inconsciemment. Elle n'arrêtait pas de s'excuser, disant qu'elle s'était sentie manipulée, utilisée. Elle a compris que ses amis ne cherchaient pas à l'aider, mais utilisaient notre mariage comme matière première pour leur drame sur les réseaux sociaux. Elle m'a supplié de rentrer et d'essayer de recoller les morceaux. Elle a promis qu'elle avait coupé tout lien avec ces personnes toxiques, et qu'elle voulait reconstruire notre confiance. Elle a proposé de faire une thérapie de couple, une thérapie individuelle, tout ce qu'il faudrait. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour digérer tout ça. Les vidéos prouvaient que notre vie privée avait été violée depuis des semaines, peut-être des mois. Elle aussi a quitté la maison, et s'est installée chez sa mère pour chercher du soutien émotionnel, tout en me laissant de l'espace pour réfléchir. Sa mère m'a appelé hier pour s'excuser au nom de sa fille, et m'a dit qu'elle était choquée en apprenant ce qui s'était passé. Apparemment, ma femme n'a pas cessé de pleurer depuis. Elle semble réellement comprendre à quel point elle a tout gâché. Une partie de moi veut croire que ce choc sera suffisant pour réparer les choses. Elle a effectivement coupé les ponts avec ces femmes quand elle a vu jusqu'où elles étaient prêtes à aller. Elle semble sincèrement regretter, maintenant qu'elle voit l'ampleur de la manipulation. Mais une autre partie de moi n'arrive pas à dépasser ce qui s'est passé. Ces vidéos me suivront probablement pour toujours. Mon pire moment est devenu une source de divertissement pour des inconnus qui trouvent ma douleur drôle. Et tout cela est arrivé parce que ma femme a fait plus confiance à des personnes qui me détestaient qu'à son propre mari.
Je l'aime, mais je ne sais pas si l'amour suffit pour surmonter un tel niveau de trahison. Même si elle a été manipulée, elle a quand même choisi d'y participer. Elle a quand même laissé ses femmes installer des caméras dans notre maison. Elle a quand même disparu pendant 4 jours pendant qu'elle filmait mon effondrement. Mon frère pense que je devrais fuir et ne jamais me retourner. Ma belle-sœur, elle, pense que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. Honnêtement, je ne sais plus quoi penser. Un commentaire disait que la présence des caméras prouve que tout cela était prémédité, et que cela a commencé bien avant la disparition. Elle montait un dossier contre moi depuis des semaines, voire des mois, probablement pour l'utiliser dans une procédure de divorce ou comme contenu pour les réseaux sociaux. Ma femme ne peut pas prétendre qu'elle ne se rendait pas compte de la gravité de cette atteinte à notre intimité. Ce n'est pas le genre de choses dans laquelle on se retrouve par accident. Réponse: tu as totalement raison sur la préméditation, et c'est ce qui me ronge depuis que j'ai découvert les caméras. On ne parle pas ici de 1 ou 2 appareils vite fait cachés avant de partir. Ces dispositifs étaient installés de manière professionnelle dans plusieurs pièces, déguisés en objets décoratifs, et positionnés avec des angles calculés. Cela demande de la planification, et plusieurs visites pour tout mettre en place. Un autre commentaire disait que le fait que ma femme ait coupé les ponts maintenant, c'est trop peu, trop tard. Elle n'a rompu le contact qu'après avoir été prise dans quelque chose qu'elle ne pouvait plus nier ni justifier. Si ces vidéos n'avaient pas été découvertes, elle serait probablement encore amie avec Elsa en train de préparer leur prochaine mise en scène. Il ne faut pas la laisser se faire passer pour une victime. Elle a été une participante active, jusqu'à ce que les conséquences deviennent trop réelles. Réponse: c'est exactement ce qui me revient sans cesse à l'esprit. Le moment où elle a changé d'attitude est bien trop opportun pour être honnête. Ce n'était pas un réveil moral, c'était un moment de panique, du type mince, je me suis fait prendre. Quand je suis parti pour aller chez mon frère, elle défendait encore ses femmes. Elle insistait sur le fait qu'elle pouvait garder ses amitiés tout en ignorant leurs mauvais conseils. Elle était plus choquée par ma réaction que par ses propres actes. Ce n'est que lorsqu'elle s'est vue associée publiquement à quelque chose d'humiliant qu'elle a soudainement compris que c'était mal. Je me demande ce qui se serait passé si ma belle-sœur n'avait pas trouvé ces vidéos. Est-ce que ma femme aurait fini par ouvrir les yeux d'elle-même? M'aurait-elle parlé des caméras? Ou bien aurait-elle gardé ce secret pendant que ses amis préparaient leur prochain coup? Les faits suggèrent qu'elle aurait continué sur cette voie. Elle les défendait encore après mon départ, elle reprenait déjà leurs arguments dans nos disputes. Le fait qu'elle ait coupé le contact maintenant me semble réactif, pas réfléchi. Elle ne les bloque pas parce qu'elle a enfin compris qu'elles étaient toxiques, elle les bloque parce qu'elles lui ont causé des ennuis. Il y a une énorme différence entre je réalise que mes amis nuisent à mon mariage et je réalise que mes amis m'ont fait passer pour une idiote publiquement. Je ne peux pas non plus ignorer qu'elle a menti sur son degré d'implication depuis le début. D'abord, elle disait que c'était entièrement son idée. Ensuite, elle a admis qu'elle lui avait suggéré. Puis, elle a avoué qu'elles avaient tout planifié ensemble. Et maintenant, j'apprends qu'elles m'ont filmé pendant des semaines. Chaque révélation est pire que la précédente. Et je ne suis même pas convaincu d'avoir encore toute la vérité. Si quelqu'un ne fait ce qu'il faut que lorsqu'il est pris la main dans le sac, qu'est-ce que ça dit de son caractère? Un troisième commentaire disait de tout documenter concernant les caméras et les vidéos, avant d'envisager toute réconciliation. Cela pourrait être pertinent dans une éventuelle procédure de divorce, et il est important que je me protège juridiquement. Il suggérait aussi d'envisager des poursuites, car ce qu'elles ont fait est presque certainement illégal. Réponse: tu as parfaitement raison, et c'est quelque chose que j'aurais dû envisager dès le début, mais j'étais trop submergé émotionnellement pour y penser. J'étais tellement concentré sur la trahison personnelle que je n'ai pas vraiment réfléchi aux implications juridiques de tout cela. J'ai contacté un avocat hier, après avoir lu ton commentaire et d'autres similaires. Apparemment, ce qu'elles ont fait enfreint plusieurs lois, notamment sur l'écoute clandestine, la vie privée, et peut-être même les lois sur la diffusion de contenu à caractère privé ou humiliant. Selon ce qu'elles ont enregistré, d'autres points, le fait qu'elles aient publié les vidéos publiquement aggrave la situation d'un point de vue légal. L'avocat m'a conseillé de conserver toutes les preuves, des captures d'écran des vidéos avant leur suppression, des photos des emplacements des caméras, et toute documentation sur la date de leur installation. Ma belle-sœur a eu la présence d'esprit d'enregistrer tout ce qu'elle avait trouvé, ce qui est extrêmement précieux. Je découvre également que d'autres personnes avaient déjà téléchargé et sauvegardé les vidéos avant que TikTok ne les supprime. L'avocat dit que cela pourrait être pertinent pour une demande de dommages et intérêts si nous engageons une action civile. Apparemment, le fait que mon humiliation ait été monétisée ajoute une dimension supplémentaire à l'affaire, puisque TikTok rémunère les créateurs de contenus viraux. L'aspect pénal est plus complexe, car il implique plusieurs juridictions,
et les caméras ont été installées techniquement avec l'autorisation de ma femme, dans son propre domicile. Mais l'avocat pense qu'il y a clairement matière à poursuite pour atteinte à la vie privée, voire pour conspiration, étant donné la nature coordonnée du plan. Pour l'instant, je documente tout et je garde mes options ouvertes. Le fait que je poursuive ou non au pénal ou au civil dépendra en partie de l'évolution de mon mariage, et en partie de la manière dont ces femmes seront ou non confrontées à des conséquences naturelles de leurs actes. Dernière mise à jour, c'est ma dernière publication. Je demande le divorce. Après mon dernier message, j'ai décidé de donner à ma femme une dernière chance de me dire toute la vérité sur ce qui s'était passé. Je lui ai dit que j'avais besoin de connaître toute l'histoire, sans mensonge, sans excuse du genre je ne savais pas. Si nous voulions avoir la moindre chance de reconstruire quelque chose, je devais comprendre exactement ce qu'elle avait fait, et quand. Elle a accepté de tout me dire, et ce que j'ai appris a rendu ma décision très simple. Les caméras n'avaient pas été installées 6 semaines avant sa disparition, mais bien 4 mois auparavant. Elle a aidé Claudia et les autres à planifier le remplacement. Ma femme a admis qu'elle était au courant de tout cela. Elle a dit qu'elle avait accepté parce que ses amis l'avaient convaincue que je lui cachais probablement des choses de toute façon, alors c'était juste une manière d'équilibrer les choses. Quand je lui ai demandé pourquoi elle me disait tout cela maintenant, elle a répondu qu'elle espérait que cette honnêteté complète prouverait qu'elle était sérieuse à l'idée de changer. Mais ce n'était pas une erreur, ni un mauvais jugement, ni même l'influence d'amis toxiques. C'était une conspiration organisée sur plusieurs mois, pour me torturer psychologiquement et détruire notre mariage, avec ma femme comme participante active et volontaire. La femme que j'ai épousée n'aurait jamais fait une chose pareille, mais peut-être que la femme que j'ai épousée n'a jamais réellement existé. J'ai rencontré un avocat spécialisé dans les divorces hier. Vu les preuves que nous avons, il est confiant que tout pourra être réglé rapidement et à mon avantage. Les actes de ma femme constituent une faute conjugale dans notre État, ce qui influence la répartition des biens et la pension alimentaire. Nous allons également engager des poursuites pénales contre Claudia et les autres. Le procureur s'intéresse à l'affaire à cause de l'aspect réseaux sociaux, et du risque que cela inspire d'autres affaires pareilles. Ma femme ne sera pas poursuivie, car elle coopère pleinement à l'enquête. J'ai quitté définitivement notre maison. Nous n'avions pas de contrat de mariage, donc c'est 50-50, mais je ne peux pas continuer à vivre dans un endroit où j'ai été filmé et violé dans mon intimité pendant des mois. Mon frère m'aide à trouver un appartement, et mon employeur a été compris.